Je le disais en préambule, c'est une information Europe 1 que nous venons d'apprendre. Des tags en couleur rouge sur la façade d'une mairie dans les Vosges. Nous sommes à Nomexy, ville de 2000 habitants, dirigée par le maire RN, Yann Traiteur. Les inscriptions sont sans équivoque. Yann égale fureur, no RN, siamo, tutti, antifascistis. Cela signifie en fait nous sommes tous contre les fascistes. Voici ce qui a été écrit. Cela n'a rien d'anodin ni d'anecdotique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'une enquête a été ouverte et de cela nous allons parler. Alors c'est vrai que l'ultra-gauche, je crois messieurs que vous avez déjà travaillé sur le sujet, c'est une mouvance que vous connaissez extrêmement bien. Antonin André, Adrien Matou, c'est une mouvance qu'on peut difficilement palper et appréhender parce qu'elle est très protéiforme, Adrien Matou, et à la fois dans sa manière d'agir, à la fois dans sa manière d'intervenir et à la fois au niveau de ses différentes provenances géographiques. C'est un petit peu ça la difficulté. Oui, c'est ça, parce qu'on a regroupé sous un terme ultra-gauche des militants extrêmement divers. Alors ils ont tous en commun de ne pas être des islamistes et de ne pas être des militants extrême droite, mais ça laisse... Et après, voilà, il y a tout un éventail d'idéologies. Vous avez les antifas, vous avez les autonomes, vous avez les black blocs, vous avez des écologistes radicaux. Le seul point commun qu'ils ont, entre guillemets, c'est de refuser de faire de la politique par des voies conventionnelles, donc électorales, et d'avoir recours à la violence. Eux, ils appellent ça de la désobéissance civile. Oui, alors vous connaissez le terme, voilà. Après, il y a une désobéissance civile beaucoup plus pacifique qui consiste effectivement à s'asseoir par terre, faire des sit-ins, etc. Là, alors, à Sainte-Soline, ils appellent ça de la désobéissance civile. Je ne suis pas sûr que ce soit anodin à Sainte-Soline ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très protéiforme et de ne pas centraliser, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas affaire à une espèce de mafia tentaculaire, non, c'est vraiment des groupes isolés, souvent de cette petite taille. Et là encore, l'éventail de violence, il est assez large. Bon, là, on a des tags, des fois, on a des projets d'attentats à l'autre extrémité du spectre. D'autres fois, c'est de dégradation de matériel. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez diffus. Il y a un débat quand même pour savoir quelle est l'ampleur de la menace. Oui. C'est assez difficile à caractériser. Les services disent qu'ils la prennent au sérieux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus comparer ça à l'ampleur de la menace islamiste, par exemple. Et personne ne fait ça, effectivement. Alors, Antonin André, c'est vrai que est-ce que ça vous préoccupe, vous, ou pas, ces mouvements d'ultra-gauche ? En tout cas, ce que j'observe... Est-ce qu'on en fait trop, ou bien la menace est une réalité ? Parce que je vais quand même, Antonin André, rappeler que un projet, on se pose la question en tout cas, un projet d'attentat visant les forces de l'ordre a-t-il été déjoué ? C'est vrai que fin juillet, les policiers français ont interpellé 8 jeunes. Ils sont suspectés, ces jeunes, de s'être entraînés militairement avec des explosifs en vue d'un rassemblement contre la ligne LGV Lyon-Turin en Italie. Là, c'est pas un sitting dans des champs, ce qui se prépare. En même temps, alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut se rappeler que l'ultra-gauche et le terrorisme de l'ultra-gauche est quelque chose qui existe depuis les années 50. On a connu les années de plomb en Italie, avec le meurtre d'Aldo Moro, par exemple, Action Directe, qui était une émanation aussi des extrémistes de gauche allemands et qui ont, rappelez-vous, notamment assassiné le PDG de Renault, Georges Besse. Donc il y a une tradition terroriste de l'ultra-gauche qui est héritée du trotskisme et de la pensée révolutionnaire, au fond, qui consiste à remettre en cause le pouvoir en place et à prendre le pouvoir par les armes, à faire la révolution. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même parle de révolution démocratique et parfois on n'est pas loin d'une sémantique, pas du coup d'État, mais du renversement d'un régime démocratique. Donc il y a dans la mouvance LFI, effectivement, et on l'a vu avec Raphaël Arnaud, avec ce qui s'est passé à Lyon, un développement de groupuscules qui sont sensibles au discours de Jean-Luc Mélenchon, et probablement que l'audience de Jean-Luc Mélenchon entretient les velléités de certains groupuscules qui sont difficilement quantifiables. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, Antonin André, parce que vous avez évoqué ces groupuscules. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'on puisse voir naître à nouveau des groupuscules comme ceux que nous avons connus dans les années 80, comme Action Directe notamment ? Alors, là où c'est très compliqué de faire une analogie, c'est qu'à l'époque d'Action Directe, il y avait notamment tout un mouvement révolutionnaire qui était beaucoup plus en prise avec la société et qui allait jusqu'au territoire palestinien. C'était des mouvements qui étaient rattachés à la cause palestinienne, des mouvements qui étaient très structurés. On n'est plus aujourd'hui dans cette forme-là. Mais en même temps, vous avez, à côté de ce qu'on pourrait appeler des groupuscules qui font trop voir l'ordre public plus que des attentats en réalité, mais en dehors de ces groupuscules, vous avez aussi un mouvement qui est plus structuré, lui, d'agite-propre et de contestation de l'ordre public, qui est davantage lié à la gauche écologiste. Extinction Rébellion, par exemple, qui est un mouvement qui a été créé en Grande-Bretagne, qui est aujourd'hui un mouvement qui est mondial,
et qui mènent des opérations de grande ampleur qui sont parfois violentes, des actions violentes. Et c'est cet aspect-là des choses aussi qui est en train de monter aujourd'hui. Est-ce qu'on est avec, par exemple, Action Rebellion dans l'écoterrorisme, Antonin André? Certains qualifient ça d'écoterrorisme. Alors, c'est Darmanin, notamment. Pardon, Monsieur Darmanin. L'écoterrorisme, en même temps, il ne cherche pas à terroriser la population. Le terrorisme, c'est on veut terroriser la population. Eux, ils s'en prennent à tous les symboles de l'État, de l'ordre et des dirigeants. Donc, ils peuvent être très violents aussi. Mais ils peuvent être très violents, et il y a d'ailleurs eu des morts, notamment au moment de G8 ou de G7, avec des émeutes très violentes. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'élimination physique de certains responsables, comme l'avait fait dans les années 80, Action Directe? Encore une fois, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. On est plutôt sur des modes d'action qui visent à interpeller des élus ou des actions contre des sommets ou contre des émanations des dirigeants politiques planétaires. On n'est pas encore dans le registre de l'attentat ciblé qui, pour le coup, était vraiment terrorisant parce qu'on ne savait pas sur qui ça allait tomber. C'était vraiment des années, en Italie, ça a été un gros traumatisme, les Brigades Rouges. On n'est pas dans ces mouvements-là aussi structurés aujourd'hui. Mais néanmoins, ça trouble l'ordre public suffisamment et la menace est suffisamment diffuse et multiforme pour que ça occupe une partie des services de renseignement, sachant qu'il y a aussi la mouvance d'ultra-droite qui a été aussi quantifiée. Il y a à peu près 2000 militants d'ultra-droite en France qui sont quand même surveillés. Il y a eu des attentats qui ont été déjoués, notamment dans l'Est de la France, qui représentent aussi une menace. Donc la DGSI est confrontée à un éventail de menaces aujourd'hui protéiformes qui effectivement n'est plus du registre purement islamiste. Alors ces jeunes dont nous parlions en préambule et suspectés de s'être entraînés militairement avec des explosifs en vue d'un rassemblement contre la ligne de TGV Lyon-Turin ont été remis en liberté. Il s'agit de 8 étudiants âgés de 17 à 28 ans. Je vous propose d'écouter Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. C'est un syndicat de police, vous l'avez compris. Et il réagissait à cette mise en examen, puis à cette remise en liberté de ces jeunes, justement. Ultra-gauche, on est sur des groupuscules violents, radicalisés, qui vont fomenter des actions violentes. C'est exactement ça dont on parle ici, avec des actions destinées donc à aller contre un projet ferroviaire, en l'espèce, et les forces de l'ordre. Ce qu'on peut noter, c'est que l'interpellation a été rapide, a été efficace. Il y a même des mises en examen qui sont faites. Donc en effet, pour association de malfaiteurs, et pour transport de produits incendiaires ou explosifs. Moi, ce qui m'étonne, c'est une fois qu'on a remarqué ça, que le travail de police est réalisé, qu'ils sont présentés devant la justice, c'est en gros qu'est-ce qu'ils font effectivement sous contrôle judiciaire, alors même que le parquet avait requis le placement en détention provisoire. Voilà, donc on s'aperçoit avec Benjamin Camboulive ce matin sur CNews que ces personnes ne sont pas des gens qui font des sittings dans les champs. C'est des gens bien plus dangereux. Comment expliquez-vous, Adrien Matou, directeur adjoint de Marianne, que le PNAT, le parquet national antiterroriste, n'ait pas été saisi? Parce que là, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Bon, j'ai pas l'explication exacte, évidemment, mais... Est-ce que ça vous surprend? Alors, je vous pose la question différemment. Ça interpelle. Après, je rebondis sur ce que disait Antonin sur la qualification de terrorisme. Le problème, c'est que c'est une qualification qui, fatalement, sera toujours subjective. On utilise toujours la notion de terrorisme pour disqualifier quelque chose. C'est très connoté aujourd'hui en plus. C'est très connoté, exactement. Et donc, on a bien vu dans notre espèce d'exposé sur ce qu'était l'ultra-gauche qu'il y a tout un tas il y a un éventail d'actions et dans lesquelles certaines peuvent être qualifiées effectivement de terrorisme, mais qui sont plutôt marginales. Donc, c'est les attentats, etc. On n'a pas parlé de gauche prolétarienne, justement, qui a été... un mouvement français dans les années 70 qui, pour le coup, a fait des morts. Voilà. Donc, tout à fait. Non, mais on est d'accord. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le PNAT, comme toute la justice, est absolument submergé de travail. Et la question, mais encore une fois, c'est une question, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que il y a vraiment des projets sérieux, entre guillemets, d'attentats. On a pu se rendre compte que pour l'ultra-droite, c'est parfois des individus isolés et en fait très amateurs, c'est-à-dire qui se préparaient de manière pas discrète. L'ultra-gauche est peut-être légèrement plus structuré. Il y a eu un précédent avec Tarnac. Le groupe de Tarnac qui était, lui, identifié comme un mouvement terroriste, qui était un mouvement idéologique qui était basé dans le centre de la France et qui avait saboté un certain nombre de lignes TGV. Et là, on était face à un groupe qui avait une idéologie, qui avait un mode d'action et qui a mené plusieurs actions. Et donc là, on était en face d'une... Est-il encore actif alors? Alors, il ne l'est plus. Il y a eu des procès, et le groupe a été démantelé. Mais là, on était face à une forme d'embryon d'organisation qui se voulait
plus structurés et qui voulaient effectivement, d'une certaine façon, semer la terreur ou en tout cas mobiliser les forces de sécurité avec des actions coordonnées qui visaient à déstabiliser l'État. Alors, j'aimerais, parce que ce qui est très intéressant et en même temps un peu inquiétant, c'est que, alors j'ai eu dans une vie parallèle l'occasion d'aller en reportage à Sainte-Soline. Tout ce que je vous dis a été documenté, messieurs Matou et André. Ces mouvements d'ultra-gauche et ces personnes d'ultra-gauche qui se rendent sur Sainte-Soline ou des lieux comme ça sensibles sont des gens tout à fait intégrés socialement. On peut trouver des médecins, des infirmiers, des fonctionnaires. Il y a aussi beaucoup de fonctionnaires précaires, effectivement, qui peuvent voter pour l'extrême gauche. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un changement avec les années 80 parce qu'on n'est plus, pardonnez-moi l'expression, je m'excuse, sur des punks cachés en Renault Trafic. C'est un peu le cliché, mais c'est l'image qu'on en avait dans les années 80. Aujourd'hui, Antonin André et Adrien Matou, ce sont des gens qui sont insérés dans la société. Est-ce que vous avez également ces informations-là? Oui, bien sûr. Adrien Matou. Alors après, ceci dit, je vais nuancer, parce que dans les années 70, c'était déjà pour beaucoup des gens très insérés, parce que c'était souvent des gens, des intellectuels en réalité. Oui. Dans les mouvements terroristes, il y a souvent des intellectuels qui ont la pensée et qui recrutent ensuite. Mais la masse. Mais c'est pas des mouvements de masse. Par nature, c'est des mouvements marginaux qui sont souvent constitués de gens qui font des études de sociologie, de sciences politiques, d'histoire, etc., ou qui sont les rejetons de la bourgeoisie. Et ça, il y a eu des études qui ont été faites sur les antifas, et on sait que les antifas, alors eux, souvent, ils sont dans une certaine marginalité. Par contre, ils ont souvent des parents qui sont des pontes de l'université ou de la haute fonction publique, etc. Ce qui explique quelque part aussi peut-être cette espèce de fuite en avant radicale, qui est qu'on part sur des gens qui n'ont pas, a priori, des questions matérielles immédiates à se poser et qui sont des espèces de fuite en avant radicale politique.